avant notre ère. Gaule, oppidum d'Alésia. Au lendemain d'une terrible nuit de combat, le chef Arverne Vercingétorix est victorieux. Au cœur de la mêlée, il a affronté puis tué de ses propres mains le chef ennemi, le roi carthaginois Hasdrubal. Après son écrasante victoire à la bataille de Cannes, le général Hannibal a pris d'assaut la ville de Rome. La cité rivale a été entièrement rasée. À Carthage, profitant de son grand prestige militaire et de son immense fortune de guerre, Hannibal a confisqué le pouvoir et s'est fait proclamer roi. Au cours du siècle suivant, les armées carthaginoises ont conquis le reste de la Méditerranée occidentale, allant même jusqu'à s'aventurer en Gaule. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 216 avant Jésus-Christ, un petit grain de sable va décider autrement de l'issue du conflit opposant Rome à Carthage. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables, de la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Huit siècles avant Jésus-Christ, une reine phénicienne, Élissa, débarque sur les côtes africaines et y fonde la ville de Carthage. 6 siècles plus tard, le Carthaginois Hannibal Barca envahit l'Italie et inflige aux légions romaines la pire défaite de leur histoire militaire. En moins 146, finalement vaincue par les armées de Rome, la cité de Carthage, livrée aux flammes et au pillage, est intégralement rasée. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés de l'ère carthaginoise. Ils ont abouti à sa destruction par sa grande rivale, la République romaine. Afrique du Nord, 8 siècles avant Jésus-Christ. La reine phénicienne Élissa, contrainte de fuir sa cité natale de Tyr sur la côte libanaise, a fini par toucher terre, ici, de l'autre côté de la Méditerranée. Elle vient de demander au chef local une terre pour s'installer, elle et son peuple. Selon la légende, il lui a promis un territoire aussi grand que pourrait en contenir la peau d'un bœuf. La reine l'a alors découpé en fines lanières, dont elle a entouré un terrain suffisamment grand pour y installer une cité. Diplomatie et négociation, 2 piliers fondamentaux pour cet embryon de ville, amené à devenir l'une des plus formidables puissances de l'Antiquité, Carthage. Les Phéniciens ont incontestablement été les plus grands marins de l'Antiquité. Ils ne connaissaient pourtant pas encore la boussole, mais savaient s'orienter même de nuit grâce aux étoiles. À la fin du 2e millénaire avant notre ère, ils commencent à se tourner vers le commerce maritime et fondent des comptoirs et des colonies sur le littoral méditerranéen. Chaque nouvelle colonie est indépendante, mais toutes sont liées par une culture commune, même langue, même croyance. Carthage, qui signifie ville neuve, est l'une de ces colonies. Son développement s'appuie dès les origines sur les échanges commerciaux, puis sur l'agriculture et l'artisanat. Située sur une presqu'île étroitement reliée à la terre ferme, comme beaucoup de cités phéniciennes, la ville étend rapidement sa zone d'influence de l'Espagne à Chypre. Elle devient un véritable empire maritime, une confédération économique. À la tête de la ville, pas de roi ni de tyran, mais 2 hauts fonctionnaires, les suffètes, élus pour une durée déterminée par un sénat et contrôlés par une assemblée populaire. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Carthage était-elle la première république de l'histoire? En fait, les sources de l'époque sont très rares et nous devons nous fier à des historiens antiques d'origine romaine
ou grec. Mais selon toute vraisemblance, Carthage était certainement gouvernée par un système à la fois oligarchique et démocratique. 2 magistrats détenant le pouvoir exécutif, les suffètes, étaient élus pour une durée déterminée par un sénat, lui-même issu des grandes familles carthaginoises. Une assemblée populaire permettait au peuple de s'exprimer et constituait un contre-pouvoir. Selon Aristote, Carthage, fondée 300 ans avant la naissance de la République romaine, serait ainsi la première république de l'histoire. Reprenons. À la suite d'une dispute, Rémus vient d'être tué par son frère jumeau, Romulus. Selon la légende, c'est donc dans le sang que ce fils du dieu Mars fonde ce village, perché sur le mont Palatin, au cœur de la péninsule italienne. Il lui donne son nom, Rome. Les premiers temps de Rome sont aussi violents que son mythe fondateur, fait de guerres quasi permanentes contre les cités voisines. En 390, ses armées sont anéanties et la ville ravagée par les hordes celtes du grand chef Brennos. Les Romains n'oublieront jamais ce traumatisme. Entourés d'ennemis, ils deviennent obsédés par leur propre survie et n'auront de cesse de se constituer un espace vital toujours plus grand, seul garant de leur sécurité. Or, au IIIe siècle avant notre ère, les adversaires ne manquent pas dans cette région du monde. Une multitude de peuples, de cités et de royaumes sont en perpétuel mouvement. L'ombre d'Alexandre le Grand plane encore sur la Méditerranée orientale. En Méditerranée occidentale, les Grecs sont très présents en Sicile, en Italie ou en Gaule, où ils ont fondé de nombreuses colonies, comme celle de Massalia ou Syracuse. Les alliances se font et se défont, chacun essayant d'imposer son autorité. Guerre après guerre, sacrifice après sacrifice, les légions romaines contrôlent bientôt toute la péninsule italienne. En 264 avant notre ère, elle n'est encore qu'une puissance régionale, mais elle s'est forgée une combativité à toute épreuve. Ces légions de soldats citoyens sont dévoués et prêtes à se battre jusqu'à la mort pour la patrie. Pendant plusieurs siècles, Carthage et Rome se développent chacune de leur côté. La première est une confédération maritime ancrée en Afrique, la seconde une puissance continentale tournée vers les terres. Les deux cités ont même déjà conclu plusieurs accords commerciaux. Mais Rome a pris le goût de la conquête et du pouvoir. L'Italie conquise et sous contrôle, les nouvelles menaces ne peuvent venir que de la Gaule au nord ou de la Sicile au sud en vue des côtes italiennes. Or, la Sicile, cette île stratégique située au carrefour des routes maritimes, est presque entièrement sous domination carthaginoise. Les deux puissances sont maintenant face à face, simplement séparées par un détroit d'à peine quelques kilomètres de large. La Méditerranée est entourée de terres et parsemée d'îles. Qui veut la contrôler doit posséder une grande flotte de guerre. Au IIIe siècle avant notre ère, le plus puissant navire de combat est incontestablement la Quinquérème, galère antique caractérisée par 5 rangées de rameurs, d'où son nom. Ces 300 rameurs, 2 fois plus que sur une galère classique, apportent la puissance nécessaire pour foncer sur les navires ennemis et les percuter de plein fouet. Le rostre, sorte de bélier en bronze situé à la proue, fracasse alors la coque adverse et provoque le naufrage. Les Romains, nettement plus à l'aise sur terre que sur mer, vont développer une autre tactique. Le corbeau, une passerelle amovible en bois munie d'un pieu en fer, a été conçu pour se rabattre violemment sur les navires ennemis et permettre l'abordage suivi d'un combat au corps à corps dans lequel excellaient les légionnaires. Les Romains ont trouvé le moyen de transformer le combat naval en combat terrestre. De quoi rééquilibrer la balance des forces. 260, au large de Mylae. La flotte romaine vient de vaincre celle de Carthage. C'est le choc.
L'une des plus grandes marines de guerre de toute la Méditerranée vient d'être écrasée sur son propre terrain. La première grande victoire navale de l'histoire militaire romaine, mais pas la dernière de cette terrible guerre que se livrent depuis 4 ans les deux cités rivales. Dès 264, les légions ont débarqué en Sicile. Depuis, les sièges se succèdent, chaque camp marquant tour à tour des points. Conscient que le conflit se jouerait sur la maîtrise des mers, le Sénat romain a voté pour la construction d'une grande flotte sur le modèle carthaginois et a massivement recruté des marins grecs du sud de l'Italie. De son côté, Carthage a engagé en masse des mercenaires. Et en Sicile, les troupes du brillant général Hamilcar Barca parviennent à déjouer la puissance des légions. Le conflit s'enlise. Les morts ne se comptent bientôt plus qu'en milliers. Deux superpuissances sont en train de jeter toutes leurs forces dans un combat de titans. Au large d'Ecnome, la flotte romaine est une nouvelle fois victorieuse et débarque des troupes en Afrique. La route de Carthage est grande ouverte. Carthage contre-attaque et expédie en Sicile 200 galères et une centaine d'éléphants de guerre. À Drépane, la flotte carthaginoise inflige un terrible revers aux galères romaines. Carthage règne à nouveau sur les mers, mais doit bientôt faire face à une insurrection des tribus numides. Contraint d'y consacrer une grande partie de ses forces, elle ne peut pas exploiter ses victoires. À Rome, le gouffre financier des dernières défaites permet aux partis hostiles à la guerre de bloquer toute nouvelle dépense militaire. De son côté, exsangue, Carthage tente d'obtenir un crédit auprès de l'Égypte. Le commerce, moteur de l'économie carthaginoise, est au point mort. La guerre coûte cher. Voyant la situation bloquée, les Romains ont recours à un emprunt privé. À leurs frais, de riches citoyens équipent une ultime flotte de combat. Il faut en finir. 241, au large des îles Égates. L'affrontement, à l'image de la guerre, est colossal. La victoire romaine écrasante. Pour le Sénat carthaginois, dominé par de grandes familles marchandes, c'est la défaite de trop. Pour eux, l'heure n'est plus à l'option militaire, mais à la négociation. Mercenaires ou citoyens? La guerre coûte cher et elle est hasardeuse. Le Sénat carthaginois choisit de sortir de ce conflit par l'argent et la diplomatie. La cité avait très tôt fait le choix pragmatique de recruter des mercenaires, notamment pour économiser ses ressources démographiques limitées. Les armées carthaginoises n'étaient donc pas permanentes et manquaient de cohésion. Libyens, Numides, Ibères et Celtes formaient la base de son infanterie et de sa cavalerie. Les généraux carthaginois pouvaient également compter sur les chars d'assaut de l'époque, les éléphants de guerre. Conduits par un cornac, ils étaient entraînés pour foncer droit dans les rangs ennemis, briser les premières lignes et semer la panique en piétinant les soldats. Contrairement à Carthage, Rome possédait une armée terrestre composée en grande partie de citoyens. Chaque légion était composée de 30 manipules, elles-mêmes réparties en 2 centuries. L'ensemble, très souple et manœuvrable, formait 3 lignes de bataille. Au premier rang, les Astati encaissaient le premier choc. Puis venaient les Principes. Et enfin, les Triarii, des vétérans, formaient l'ultime rempart. Une véritable armée citoyenne où chaque Romain de moins de 46 ans était mobilisable pour servir la République. 2 conceptions de l'armée complètement différentes. Octobre 218, Italie du Nord. Hannibal Barca, fils du grand Hamilcar, héros de la dernière guerre contre les Romains, vient de franchir les Alpes. Lui, son armée et ses éléphants. Devant eux s'ouvre l'Italie, foyer de la République romaine.
Pour ce général de Carthage, c'est l'heure de la revanche. À l'issue de la guerre précédente, Carthage a été contrainte de céder la Sicile et de nombreuses îles en plus du versement d'une forte indemnité. S'en sont suivies 23 années de paix armée, durant lesquelles Rome s'est emparée de la Sardaigne. De son côté, Carthage a compensé ses pertes territoriales par la conquête d'une large partie de l'Espagne. Le pouvoir oligarchique des marchands carthaginois a vu émerger une nouvelle famille dominante, celle des Barcides, dont fait partie Hannibal. Profondément dévoué à sa cité, le jeune Carthaginois a vécu les heures sombres des terribles mutineries de mercenaires. Devenu adulte et général d'armée, il estime que le temps est venu de faire payer Rome. Conscient de la faiblesse de sa flotte, il choisit de prendre les Romains par surprise et de gagner l'Italie par voie de terre à travers la formidable barrière naturelle des Alpes. Son objectif est de provoquer le soulèvement des peuples alliés de Rome et de vaincre les légions romaines. Lorsque la nouvelle de l'exploit d'Hannibal arrive aux sénateurs romains, c'est la panique. On envoie aussitôt une armée l'affronter, puis une autre, et encore une autre. Toutes sont vaincues. Faisant preuve d'un véritable génie tactique, Hannibal encercle les légions au Tessin, les attaque par surprise à la Trébie, les massacre par milliers sur les rives brumeuses du lac Trasimène. Plusieurs alliés de Rome abandonnent la République, mais la plupart restent fidèles. Hannibal, malgré ses éclatantes victoires militaires, n'est pas encore parvenu à soulever l'Italie. Il mise sur une victoire militaire décisive. Mais les Romains refusent maintenant l'affrontement direct. Ils ont compris que pour l'heure, le Carthaginois était tout simplement invincible. Pour les forcer au combat, Hannibal s'empare alors de la région de Cannes, le grenier à blé de l'armée romaine. Rome n'a plus le choix et accepte de livrer bataille avec son ultime armée. 2 août 216. Les 50 000 mercenaires d'Hannibal font face aux 80 000 légionnaires romains qui se jettent, tête baissée, dans le piège du général carthaginois. Rapidement encerclés et attaqués de toutes parts, les légions sont incapables de manœuvrer et se font massacrer. Au soir de la bataille, elles comptent plus de 45 000 morts. Hannibal est aux portes de Rome. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Hannibal vient de terrasser les armées romaines. Il n'a plus qu'à marcher sur Rome, prendre la ville et tuer dans l'œuf les ambitions romaines. S'il l'avait fait, nous vivrions aujourd'hui dans un monde qui n'aurait jamais connu l'Empire romain. Les conséquences, immenses et multiples, auraient changé du tout au tout le visage du monde. De l'Empire, l'Occident a hérité du droit romain et de la propriété, de l'art et de la culture latine et grecque, mais aussi de la religion chrétienne, qui a rayonné à travers l'Europe grâce à lui. Carthage aurait peut-être étendu son influence jusqu'en Gaule. Les Européens d'aujourd'hui seraient alors profondément imprégnés de culture carthaginoise et parleraient peut-être une langue sémitique proche de l'arabe. Mais arrivé aux portes de Rome, Hannibal semble hésiter. Ses troupes sont épuisées et il manque de matériel de siège. Le Carthaginois renonce à assiéger Rome et occupe le sud de l'Italie. Il pense la reddition des Romains inévitable et proche. Mais à l'abri de ces solides murailles, le peuple romain va en décider autrement. 202 avant notre ère, plaine de Zama, Afrique du Nord. Hannibal vient d'être rappelé d'urgence d'Italie.
Les troupes romaines du général Scipion ont débarqué en Afrique, se sont alliés au prince numide Massinissa et menacent de prendre Carthage. Quelle ironie! Après avoir menacé la capitale romaine des années plus tôt, il a vu sa stratégie d'isolement complètement échouer. L'Italie est restée fidèle à Rome, et aujourd'hui, il est contraint de voler au secours de Carthage. Les éléphants carthaginois foncent droit sur les légions du général Scipion. Mais le stratège romain a anticipé l'attaque et a ordonné à ses troupes de laisser passer les mastodontes pour mieux les encercler et les exterminer. La mêlée tourne rapidement à l'avantage des soldats de Rome. Hannibal est battu. La guerre est perdue. La cité doit livrer toute sa flotte, ses éléphants de guerre, et céder l'Espagne. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Carthage est à terre, mais toujours vivante. Privée de tout rôle politique et militaire, elle relance son commerce et redresse la situation économique en quelques années. La ville s'enrichit à nouveau. Au bout de 10 ans à peine, elle propose à Rome de régler ses dettes de guerre en avance. Au Sénat, le spectre d'un redressement militaire de Carthage hante de nouveau les sénateurs. Caton, l'un des plus virulents, ponctue tous ses discours par la phrase « Carthago delenda est ». Carthage doit être détruite. Et les Romains ne vont pas tarder à trouver un prétexte. Contrainte de se défendre contre une agression du royaume numide, Carthage a dû se réarmer. Il n'en fallait pas plus. En 146 avant notre ère, au terme d'un long siège de 3 ans, se joue le dernier acte de cette guerre séculaire. Les troupes romaines pénètrent en force dans la cité en feu. Le combat, maison par maison, est sans pitié. Les rues sont jonchées de cadavres. Les Carthaginois, acculés, savent qu'ils se battent pour leur survie. En vain. Pendant 6 jours et 6 nuits, la cité est livrée aux flammes et au pillage. Les survivants sont réduits en esclavage. Le sol est déclaré sacère, maudit. Interdiction est faite à quiconque de venir s'y installer. Carthage a bel et bien été détruite. Dans la même année, les légions soumettent définitivement la Grèce. L'emprise de Rome s'étend bientôt à toute la Méditerranée. Mais cette expansion et cet afflux de richesses sont sur le point de bouleverser l'équilibre de la cité-État primitive. De graves crises vont bientôt se déclencher, suivies d'une terrible guerre civile qui aboutira à la fin de la République romaine et à l'avènement de l'Empire. Mais ceci est une autre histoire. Malheur aux vaincus. Durant l'Antiquité, il était d'usage de piller les cités prises à l'ennemi. La prise de Carthage a été une tragédie et un spectacle effroyable. Sa population a été asservie ou exterminée, ses archives sont parties en fumée, sa magnifique bibliothèque a été dévastée. Si bien qu'après une existence de 650 ans, on ne connaît presque rien de la cité. Comme si elle avait disparu de l'histoire. Elle ne subsistera qu'à travers sa langue et sa culture qui survécurent dans ses anciennes colonies. La succession des 3 guerres qui ont amené à sa destruction sont aujourd'hui connues sous le nom « guerre punique ». L'expression punique est latine et non carthaginoise. Ce fait même est révélateur que ce sont les vainqueurs qui font l'histoire. Rome, elle, a survécu à ce siècle de guerre. Plus forte démographiquement, elle a su faire preuve d'une résilience à toute épreuve, une formidable capacité à encaisser des chocs terribles sans jamais abandonner. Ses armées anéanties et Hannibal en position de donner le coup de grâce, elle a refusé toute reddition et a préparé la riposte. Et de fait, à travers sa longue histoire,
Rome semble avoir toujours refusé de traiter sans avoir au préalable assuré la victoire. Là réside peut-être le secret de la réussite romaine.